Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui va suivre, abonnez-vous et activez les notifications. Thomas Reed avait toujours été un homme soucieux du détail. Comptable dans l'un des cabinets les plus respectés de Charlotte, en Caroline du Nord, il jouissait d'une réputation impeccable pour déceler la moindre incohérence. Son esprit fonctionnait comme un calculateur émotionnel. Il traitait les gestes, les poses, les regards et les inflexions de voix avec la même précision chirurgicale qu'il appliquait au bilan financier. Alors, quand Rebecca, sa femme depuis 7 ans, commença à se comporter différemment, il ne lui fallut pas longtemps pour comprendre que quelque chose clochait sérieusement. C'étaient de petits signes, faciles à ignorer individuellement, mais qui, ensemble, formaient un tableau d'une clarté indéniable. Elle se mit à quitter la maison plus tôt que nécessaire, prétextant devoir relire des dossiers avant ses réunions. Elle rentrait tard, armée d'excuses sur des clients exigeants ou des délais serrés. Son téléphone, qui traînait autrefois nonchalamment sur la table du salon, était désormais toujours dans son sac, toujours en silencieux, toujours hors de portée. Quand il l'interrogeait sur son travail, ses réponses devenaient vagues, génériques, comme si elle récitait un script appris par cœur. Et le pire de tout, elle avait cessé de le toucher. Il ne s'agissait pas seulement de l'absence de relations intimes, c'était la disparition totale de tout contact physique spontané. Plus de maintenu, plus d'étreintes furtives dans la cuisine, plus de baisers pour se souhaiter bonne nuit. C'était comme si elle avait érigé un mur invisible entre eux, et Thomas savait parfaitement ce que cela signifiait. D'autres détails s'accumulèrent. Rebecca se mit à porter de nouveaux parfums, plus chers, qu'il ne lui avait jamais connus. Elle s'habillait avec plus de soin, même les jours sans projet particulier. Thomas remarqua qu'elle changeait le mot de passe de son téléphone toutes les 2 semaines, chose qu'elle n'avait jamais faite en 7 ans de mariage. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone vibra sur la commode. Thomas jeta un œil et vit s'afficher Kyle, boulot, suivi d'un message. J'ai hâte d'être à demain. Quand elle sortit de la salle de bain, il lui demanda nonchalamment qui était ce Kyle. Rebecca hésita une fraction de seconde avant de répondre qu'il s'agissait d'un nouveau collègue. Cette hésitation suffit à Thomas. Il ne dit rien de plus, mais archiva mentalement l'information. Dans les semaines qui suivirent, Thomas l'observa de plus près encore. Il remarqua qu'elle souriait à son téléphone d'une manière dont elle ne lui souriait plus, qu'elle gloussait doucement en lisant ses messages, comme si elle partageait des secrets avec quelqu'un d'autre. Et puis, il y eut ses soirées, tous les mardis et jeudis, où elle travaillait tard, soi-disant les jours de réunion avec ce fameux Kyle. Thomas ne la confronta pas. Il ne fit pas de scène. Il se contenta d'observer, de tout noter mentalement et d'attendre le bon moment, car il savait que les gens qui trompent finissent toujours par commettre des erreurs. Et quand ce jour viendrait, il serait prêt. Ce vendredi matin-là, il prépara le petit déjeuner comme à son habitude. Toast, café frais, jus d'orange et œufs brouillés. Rebecca descendit, habillée pour le travail, coiffée, maquillage impeccable, mais le regard lointain. Elle s'assit, regarda son assiette sans intérêt, et après quelques secondes d'un silence pesant, elle le lâcha la bombe. Thomas, je n'en peux plus. Je suis malheureuse. Je crois qu'on doit remettre notre mariage en question. Les mots le frappèrent comme un coup de poing, mais Thomas ne sia pas. Il suspendit simplement sa tasse de café en l'air, la regarda droit dans les yeux et analysa chaque mot.
Il n'y avait aucune surprise dans son regard, seulement la confirmation froide de ce qu'il suspectait déjà. Il but une gorgée de café, reposa lentement la tasse et répondit avec un calme déconcertant. Es-tu malheureuse ou espères-tu que je sois malheureux aussi? Rebecca fronça les sourcils, manifestement décontenancée. Qu'est-ce que tu veux dire? Thomas se pencha légèrement en avant, croisa les doigts sur la table et continua d'une voix égale, le regard ancré dans le sien. Tu veux que je te facilite les choses. Tu veux que je dise que je suis malheureux aussi, pour qu'on puisse se séparer à l'amiable, sans reproche, sans scandale, sans que personne ne soit blessé. N'est-ce pas? Rebecca resta sans voix. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais y renonça. Elle se leva brusquement, attrapa son sac et sortit sans un regard en arrière, laissant son café intact et un silence plus assourdissant que n'importe quelle dispute. Thomas resta assis quelques instants, mais son esprit tournait déjà à plein régime. Il n'était pas du genre à attendre que les choses arrivent. Il les provoquait. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il avait enregistré des mois plus tôt lors d'une affaire de fraude interne au sein de son cabinet. C'était celui de Greg Sullivan, un détective privé discret et efficace, réputé pour boucler ses affaires rapidement. L'appel fut décroché à la deuxième sonnerie. Greg, c'est Thomas Reed. J'ai besoin de vous. Aujourd'hui. Maintenant. À l'autre bout du fil, Greg hésita une seconde, mais quelque chose dans le ton de Thomas le convainquit. Venez à mon bureau dans 1 heure. Apportez tout ce que vous avez. Thomas raccrocha, prit ses clés de voiture et partit. Dans le bureau de Greg, une pièce modeste d'un immeuble commercial du centre-ville, Thomas alla droit au but. Ma femme me cache quelque chose. Il me faut des preuves. Aujourd'hui. Greg, un homme d'âge mûr, aux cheveux grisonnants et au regard expérimenté, plissa le front. Thomas, une enquête prend du temps. On ne peut pas attendre un miracle en quelques heures. Thomas sortit son portefeuille et posa une somme conséquente en espèces sur le bureau. Je paierai le double de votre tarif habituel. J'ai juste besoin de quelque chose de concret d'ici la fin de la journée. Peu importe comment vous l'obtenez, tant que c'est légal et vérifiable. Greg regarda l'argent, puis Thomas et hocha la tête. D'accord, mais il me faut des informations. Son nom complet, sa plaque d'immatriculation, les lieux qu'elle fréquente, n'importe quoi qui puisse me donner un point de départ. C'est alors que Thomas révéla quelque chose qui impressionna Greg. Des semaines plus tôt, poussé par une suspicion grandissante, il avait engagé un technicien pour installer discrètement un traceur GPS sur la voiture de Rebecca, un minuscule appareil indétectable qui transmettait sa position en temps réel. Thomas ouvrit une application sur son téléphone et la montra à Greg. Elle a dit qu'elle allait au travail, mais sa voiture est garée depuis 40 minutes devant un complexe résidentiel à l'autre bout de la ville, à cette adresse. Il nota l'adresse et la lui tendit. Greg examina les détails, prit quelques notes, attrapa son appareil photo professionnel et son matériel de surveillance et partit sur le champ. Thomas rentra chez lui, incapable de tenir en place. Il faisait les 100 pas, vérifiant son téléphone toutes les 5 minutes. Pendant ce temps, Greg arrivait au complexe résidentiel. C'était un immeuble moderne à la sécurité discrète, habité par la classe moyenne supérieure. Il se gara de l'autre côté de la rue, ajusta son téléobjectif et attendit. 20 minutes plus tard, la porte principale s'ouvrit et Rebecca apparut, accompagnée d'un homme grand, en costume bien coupé, à la posture assurée. Ils discutaient avec animation,
riaient, et leur langage corporel était sans équivoque. La façon dont il lui touchait le bras, dont elle se penchait vers lui, leur aisance évidente. Avant de se séparer, il l'attira dans une longue étreinte intime, suivie d'un baiser qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Greg immortalisa toute la scène, prenant des photos sous plusieurs angles pour que les deux visages soient clairement identifiables. Une fois Rebecca partie, il décida de creuser davantage. Se faisant passer pour un livreur, il confirma le numéro de l'appartement à la réception. Puis, grâce au registre public en ligne, il découvrit que le logement appartenait à un certain Kyle Jennings, homme d'affaires divorcé de 42 ans, propriétaire d'un petit cabinet de conseil. Il apprit aussi que Kyle avait un passé relationnel trouble et avait divorcé moins d'un an auparavant. En quelques heures, grâce à ses contacts dans le secteur technologique, Greg accéda aux journaux d'appel entre Rebecca et Kyle des 3 derniers mois. Il y avait des centaines d'appels, beaucoup pendant les heures de bureau, d'autres tard dans la nuit. Il obtint également des captures d'écran de leurs conversations sur une application de messagerie que Rebecca croyait sécurisée, mais qui présentait des failles connues. Les messages étaient dévastateurs. Rebecca et Kyle y discutaient ouvertement de leur rencontre, s'échangeaient des textes intimes et, pire encore, planifiaient méticuleusement la manière dont elle quitterait son mariage. Dans une conversation datant de 2 semaines, Kyle écrivait: Tu dois commencer à préparer le terrain. Dis-lui que tu es malheureuse, que tu as besoin d'espace. Fais-lui croire que l'idée de la séparation vient de lui. Rebecca répondait: Je sais, mais j'ai peur de sa réaction. Thomas est trop perspicace. Kyle rétorquait: C'est justement pour ça que tu dois agir vite. Plus tu attends, plus il risque de découvrir la vérité. Dans un autre message, Kyle proposait: Dès que tu seras parti, j'ai déjà un appartement prêt pour nous. Tu n'auras besoin de rien, je m'occupe de tout. La réponse de Rebecca était dithyrambique. Tu es incroyable. J'ai tellement hâte que nous vivions notre histoire au grand jour. Greg imprima tout, organisa les preuves dans un dossier et, vers 15 heures, retourna à son bureau, où il avait donné rendez-vous à Thomas. Quand ce dernier arriva, Greg posa le dossier sur la table. Vous aviez raison, et c'est pire que ce que vous imaginiez. Thomas ouvrit le dossier et commença à lire. Chaque ligne, chaque photo, chaque message était une confirmation douloureuse, mais aussi une validation de son instinct. Il n'était pas fou, pas paranoïaque. Rebecca l'avait bel et bien trahi, et pire, avait comploté pour le manipuler psychologiquement. Quand il eut tout lu, Thomas referma le dossier, prit une profonde inspiration et sourit. Ce n'était pas un sourire de joie, mais de satisfaction froide et calculée. Il remercia Greg, le païa, et se rendit directement au bureau de l'avocat le plus agressif de Charlotte, un homme nommé Harold Mitchum, connu pour ne montrer aucune pitié dans les affaires de divorce. Sa réputation était redoutée dans toute la ville. Il ne négociait pas, il anéantissait. Dans le bureau de Mitchum, Thomas présenta toutes les preuves. L'avocat, un homme de 60 ans aux yeux aussi acérés que des lames, examina tout avec soin. Il feuilleta les photos, lut les messages, passa en revue les journaux de localisation. Quand il eut terminé, il hocha la tête d'un air approbateur. C'est de l'or, Thomas. La Caroline du Nord reconnaît l'adultère comme un facteur déterminant dans la division des biens. Avec ces preuves, non seulement vous sortirez indemne, mais vous vous assurerez qu'elle n'obtienne que le strict minimum.
Je peux préparer les documents en 2 heures. Thomas n'hésita pas. Faites-le maintenant. Je veux que tout soit prêt avant qu'elle ne rentre. Bah! Mitchum travailla avec une efficacité impressionnante. À 17 heures, la demande de divorce était rédigée, signée par Thomas et prête à être déposée. Thomas rentra chez lui et commença à mettre en scène le dénouement. Il ne voulait pas seulement confronter Rebecca, il voulait qu'elle comprenne visuellement et émotionnellement l'ampleur de sa trahison. Il voulait qu'elle en ressente le poids d'une manière qu'elle n'oublierait jamais. Il monta dans son bureau, alluma l'imprimante et se mit à tout imprimer. Les photos de Rebecca et Kyle, les captures d'écran de leurs messages, les relevés de localisation de ses visites à l'appartement. Une fois terminé, il descendit avec une pile énorme de papier et commença à les disposer sur le mur du salon, comme un tableau d'enquête criminelle. Il utilisa du ruban adhésif, des stylos de couleur et même des fils rouges reliant des dates, des lieux et des événements spécifiques. Il créa une chronologie visuelle de la liaison, de son intensification, jusqu'à la stratégie de sortie manipulatrice. Au centre, bien en évidence, il plaça les papiers du divorce signés, surlignés en jaune fluorescent. C'était une mise en scène froide, méthodique, implacable et dévastatrice. Quand il eut fini, il s'assit sur le canapé, croisa les bras et attendit, contemplant sa fresque comme un général inspectant le champ de bataille avant l'assaut final. Rebecca rentra vers 19 heures. Elle avait l'air fatiguée, mais arborait l'expression de quelqu'un qui se croit en parfait contrôle de la situation. Elle ouvrit la porte, fit 2 pas à l'intérieur et se figea. Son regard balaya lentement la fresque murale. Les photos d'elle et Kyle s'embrassant, sortant de l'immeuble. Les messages intimes imprimés en grand format. Le plan détaillé de sa manipulation, exposé à la vue de tous. Et enfin, au centre, les papiers du divorce. Toute couleur quitta son visage. Elle devint blême. Son sac lui glissa des mains et heurta le sol avec un bruit sourd qui résonna dans le silence. Elle essaya de parler, mais aucun son ne sortit. Thomas restait assis, immobile, observant chacune de ses réactions avec le calme de celui qui connaît déjà l'issue. Thomas, ce n'est pas, balbutia Rebecca, cherchant des mots qui n'existaient pas. Thomas se leva lentement, s'approcha d'elle à pas mesurés et détacha soigneusement les papiers du divorce du mur. Il les lui tendit avec un calme terrifiant. Ce n'est pas quoi, Rebecca? Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être, parce que ça ressemble exactement à ce que c'est. Tu as comploté pour me tromper, me manipuler, me faire passer pour un idiot pendant que tu te construisais une vie parallèle. Et ce matin, tu as eu le culot de me dire que tu étais malheureuse, comme si le problème, c'était moi. Rebecca tenta de s'approcher, esquissant un geste pour toucher son bras, mais Thomas recula. Ne me touche pas. Tu as perdu ce droit à l'instant où tu as choisi un autre homme, à l'instant où tu as décidé que mentir était plus facile qu'être honnête. Elle se mit à pleurer, les larmes coulant sur son visage, tandis qu'elle tentait désespérément de se défendre. Thomas, s'il te plaît, on peut en parler. J'étais perdu. Je ne savais pas ce que je faisais. Thomas la coupa d'un rire sec, amer, presque cruel. Perdu? Tu étais si perdu que tu as planifié chaque détail, chaque mensonge, chaque rendez-vous secret. On est perdu quand on hésite entre une pizza et un burger. Toi, tu savais exactement ce que tu faisais. Et le pire,
C'est que tu me croyais assez stupide pour ne rien voir, pour gober ton histoire de malheur et accepter une séparation à l'amiable pendant que tu courais dans les bras de ton amant. Il désigna la fresque. Tout ceci constitue des preuves. Chaque photo, chaque message, chaque fois que tu es parti d'ici en disant que tu allais travailler pour te rendre directement à son appartement. J'ai tout documenté, vérifié par un professionnel et prêt à être présenté devant n'importe quel tribunal. Rebecca s'effondra à genoux sur le sol, secouée de sanglots, le visage entre les mains. Thomas, je peux changer. Je peux tout arrêter avec lui maintenant. On peut suivre une thérapie. Recommencer. Tu ne peux pas jeter 7 ans de notre vie comme ça. Tu ne peux pas tout détruire. Thomas s'accroupit devant elle, la regarda dans ses yeux rougis et gonflés, et répondit avec une froideur plus tranchante que n'importe quel cri. C'est toi qui as jeté 7 ans de notre vie. C'est toi qui as tout détruit. Moi, je ne fais que ramasser les morceaux. Et sais-tu ce qu'il reste? Rien. Absolument rien. Tu as transformé notre mariage en un mensonge, une farce, une pièce de théâtre de bas étage. Il se releva, ramassa les papiers tombés au sol et les lui remit dans les mains. Tu signes ça maintenant ou j'envoie tout ça, dit-il en désignant le mur, à ton travail, à tes parents, à tous ceux que tu connais. Tout le monde saura exactement quelle femme tu es. Choisis. Humiliée, acculée, tremblante de la tête aux pieds, Rebecca prit le stylo sur la table basse et signa. Chaque paraphe semblait lui arracher une part d'elle-même. Quand elle eut fini, Thomas reprit les documents, vérifia les signatures, les plia soigneusement et les rangea. Il désigna la porte. Maintenant tu pars. Tu as jusqu'à dimanche, 18 heures, pour récupérer le reste de tes affaires. Tout sera emballé dans la chambre d'amis. Après ça, je change les serrures et tu ne remettras plus jamais les pieds ici. Si tu essayes d'entrer, j'appellerai la police. Rebecca tenta de protester une dernière fois, mais Thomas ouvrit la porte et attendit, impassible. Elle ramassa son sac d'une main tremblante, jeta un dernier regard à la fresque qui exposait la vérité brute, et sortit. La porte se referma derrière elle, un son final qui résonna comme la fin d'un chapitre. Une fois seul, Thomas prit une profonde inspiration. Il n'éprouvait aucun soulagement, aucun bonheur, juste un vide étrange mêlé au sentiment du devoir accompli. Il décrocha méticuleusement la fresque, déchira chaque photo, chaque impression en petits morceaux et jeta le tout. Non pas pour oublier, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. La vérité avait rempli sa fonction. Il appela un serrurier pour changer toutes les serrures dès le lendemain matin, puis une société de sécurité pour installer des caméras autour de la maison. Plus rien ne serait laissé au hasard. Plus rien ne serait vulnérable. Dans les jours qui suivirent, Thomas bloqua le numéro de Rebecca partout où c'était possible et chargea son avocat de gérer toute tentative de contact. Elle appela des dizaines de fois, envoya des messages désespérés, se présenta même devant la maison un samedi soir, mais les nouvelles caméras enregistrèrent tout. Harold lui envoya une mise en demeure, l'avertissant que toute nouvelle tentative serait considérée comme une violation de propriété et entraînerait des poursuites immédiates. Rebecca était isolée, coupée du monde, sans aucune prise sur la situation qu'elle avait elle-même créée.
Mais le plus dévastateur restait à venir. Quelques semaines plus tard, Thomas reçut un appel inattendu de Greg. Le détective, par curiosité professionnelle, avait continué à suivre l'affaire. Il avait découvert quelque chose de surprenant. Thomas, vous n'allez pas le croire. Ce Kyle Jennings, il a complètement disparu de la vie de votre ex-femme. Intrigué, Thomas demanda: Qu'est-ce que vous voulez dire? Greg expliqua: Dès qu'il a su que la liaison était découverte, que vous aviez toutes les preuves et un avocat, il a paniqué. Il a bloqué son numéro, résilié le bail de l'appartement où ils se voyaient et s'est tout simplement volatilisé. Il ne veut pas de problème, ne veut pas être cité dans un procès, et encore moins assumer la responsabilité d'une femme qui vient de détruire son propre mariage. Thomas resta silencieux un instant, absorbant l'information. Il y avait là une justice poétique qu'il n'aurait pu mieux orchestrer lui-même. Greg poursuivit: Elle est allée plusieurs fois à son appartement. Je l'ai vue grâce au traceur. Mais il n'est plus là. Elle a appelé, envoyé des messages, mais il a tout bloqué. Rebecca est complètement seule maintenant, sans mari, sans amant, sans foyer. Et d'après ce que j'entends, elle a aussi des problèmes au travail. L'histoire a fuité et sa réputation est ruinée. Thomas remercia Greg. Bien qu'il ne prît aucun plaisir à la souffrance de Rebecca, il reconnaissait l'ironie de la situation. Elle avait tout misé sur un homme qui n'avait jamais eu l'intention de s'engager avec elle. Elle avait joué et elle avait tout perdu. Elle avait sacrifié un mariage solide, un homme qui la respectait et tenait à elle pour une illusion, une fantaisie qui s'était effondrée à la première véritable épreuve. Au cours des mois suivants, Thomas se consacra à la reconstruction de sa vie. Il rénova entièrement la maison, remplaça les meubles du salon, repeignit les murs de nouvelles couleurs et changea le décor de la chambre. Chaque changement était un pas de plus pour effacer ses traces de cet espace. Il acheta une nouvelle voiture, s'inscrivit à une salle de sport et reprit des passe-temps qu'il avait abandonnés. Il recommença à sortir avec des amis, acceptant les invitations qu'il déclinait autrefois, et sentit peu à peu qu'il récupérait des parts de lui-même perdues au fil des ans. Au travail, ses performances s'améliorèrent de manière significative. Libéré de la distraction émotionnelle et du poids de la suspicion, il pouvait se concentrer entièrement sur ses projets. Il obtint une promotion et se retrouva à la tête d'une équipe plus importante. Un jour, environ 4 mois après le divorce, Thomas se trouvait dans un café du centre-ville de Charlotte, consultant des rapports sur son ordinateur portable, quand il aperçut Rebecca assise seule à une table dans le coin opposé. Elle était méconnaissable. Plus mince, les cheveux ternes et négligés, de profonds cernes sombres sous des yeux fatigués, vêtue de vêtements simples et sans style. Elle tenait sa tasse de café à 2 mains, le regard perdu dans le vide, une expression absente et défaite sur le visage. Elle le vit aussi et, pendant une brève seconde, leurs regards se croisèrent. Rebecca tenta d'esquisser un faible sourire, espérant peut-être un signe qu'il tenait encore à elle, une ouverture pour la conversation, une trace de compassion. Mais Thomas se contenta de détourner le regard avec une indifférence absolue, ferma son ordinateur, prit son café et quitta l'établissement. Il n'y avait ni colère, ni désir de vengeance supplémentaire, ni satisfaction malveillante. Juste une indifférence pure. Pour lui, elle était devenue une étrangère, quelqu'un qu'il avait connu autrefois, mais qui n'avait plus aucune place dans sa vie. C'était comme regarder une personne au hasard dans la rue que l'on ne reconnaît pas
et pour qui l'on ne ressent absolument rien. Ce soir-là, Thomas dîna seul dans un restaurant italien qu'il fréquentait, lui et Rebecca, au début de leur mariage. Il commanda son plat préféré, but un verre de vin rouge et, pour la première fois depuis des mois, ressentit une paix profonde et authentique. Ce n'était pas la paix de l'oubli, mais la paix d'avoir pleinement tourné la page. Il avait tiré de précieuses leçons de cette douloureuse expérience. Il avait appris que la confiance est un don rare et précieux, et que lorsqu'elle est brisée de manière si délibérée et calculée, aucune larme, aucune excuse, aucune promesse ne peut la reconstruire. Il avait appris que se respecter soi-même est plus important que de s'accrocher à une relation factice. Il avait appris que certaines personnes entrent dans nos vies non pas pour y rester, mais pour nous apprendre ce que nous ne devons pas accepter. Rebecca avait fait des choix conscients et ces choix avaient désormais des conséquences dévastatrices qu'elle affrontait seule. Kyle avait fait des choix lâches et il en subissait également les conséquences, fuyant comme un poltron au premier signe de difficultés réelles, prouvant qu'il n'avait jamais eu l'intention de s'engager sérieusement. Et Thomas? Thomas avait fait le choix le plus difficile de tous, celui de se respecter, de n'accepter rien de moins que ce qu'il méritait, de refuser de devenir complice de sa propre trahison et d'avancer sans regarder en arrière, sans regret, sans perdre sa dignité en chemin. L'histoire de Thomas et Rebecca ne s'est pas terminée par des cris assourdissants, des violences physiques ou une tragédie spectaculaire. Elle s'est terminée dans le silence, la dignité et la profonde compréhension que parfois la plus grande vengeance n'est pas de détruire l'autre, de l'exposer publiquement ou de lui infliger une douleur proportionnelle. La plus grande vengeance est simplement de passer à autre chose, de construire une vie meilleure, plus authentique, plus digne, et de laisser les conséquences naturelles des choix des autres faire leur œuvre. Rebecca a appris, de la manière la plus dure et la plus solitaire qui soit, que la manipulation a un prix élevé, que la trahison laisse des cicatrices profondes, et que sacrifier quelque chose de réel pour une illusion est une erreur qui se paie longtemps. Kyle a appris que la lâcheté et le manque de caractère finissent toujours par vous rattraper et qu'utiliser les gens a des conséquences. Et Thomas? Thomas a appris qu'en fin de compte, la seule personne qui a vraiment besoin de croire en vous, de vous valider et de vous respecter, c'est vous-même. Et avec cette certitude inébranlable gravée dans sa poitrine, il a reconstruit sa vie, brique par brique, choix après choix, jusqu'à ce que ce passé douloureux ne devienne plus qu'un lointain souvenir d'une époque où il ne connaissait pas encore pleinement sa propre valeur, ce qu'il méritait, et à quel point il était capable de se relever seul. 6 mois plus tard, lors d'un événement d'entreprise, Thomas rencontra une femme nommée Sarah, une ingénieure d'une autre division. Ils échangèrent quelques mots, partagèrent des sourires, et pour la première fois depuis le divorce, Thomas ressentit une petite étincelle d'intérêt sincère. Cela ne signifiait pas qu'il était prêt pour une nouvelle relation, mais cela signifiait qu'il était de nouveau ouvert, qu'il avait suffisamment guéri pour envisager la possibilité de faire à nouveau confiance à l'avenir. Et cela, en soi, était une victoire. Une victoire sur la douleur, sur la trahison, sur un passé qui avait tenté de le détruire, mais qui, au final, n'avait fait que le rendre plus fort, plus sage et infiniment plus conscient de sa propre valeur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.